Des élections présidentielles et législatives prévues en 2016, un article litigieux de la nouvelle loi électorale, puis une crise politique qui se joue dans la rue et au Sénat, un revirement de la majorité présidentielle. La RDC a-t-elle tourné la page de la crise politique et que se passera-t-il d'ici 2016 ? James Munganga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif des journalistes congolais en France, mais également le directeur de la publication Panafrica International. Le revirement du Parlement, est-ce la peur du syndrome burkinabé ? Je crois que la situation qui se passe en RDC aujourd'hui est presque semblable à ce que le Burkina Faso a connu. Et à la seule différence, peut-être, que le peuple burkinabé était presque peut-être habitué à des manifestations. Mais là, la RDC, on sort d'une situation presque inattendue parce que, rappelez-vous que depuis 2006, les Congolais ne descendent presque pas dans la rue. Mais il y a eu des manifestations en 2011 également. Hein. Il y a eu des manifestations en 2011, mais presque à Kinshasa. Or, aujourd'hui, les manifestations qu'on a connues se sont étendues RDC, à d'autres villes. Kinshasa et presque toutes les régions. Et ça, Goma et Bukavu, Goma, Bukavu, et même dans de grandes capitales occidentales, Paris, Bruxelles et partout ailleurs, les Congolais se sont manifestés pour rejeter en bloc cet article tant décrié qui a été un peu proposé, ou qui est presque une manœuvre électorale que la majorité présidentielle voudrait présenter aux Congolais. Et pour revenir à la question, je pense, oui, qu'on peut vivre la situation que le Burkina Faso a connue. Alors, il y a eu un revirement du Sénat, mais ce qu'on constate également, c'est que la CENI, la Commission électorale indépendante, n'a toujours pas annoncé quel serait le calendrier électoral. Tout partirait de la session parlementaire qui aura lieu au mois de mars, si je ne me trompe pas, où l'opposition et la majorité présidentielle attendent que la Commission nationale d'élection de la CENI donne un peu l'échéance électorale. Quand est-ce qu'on va commencer avec les élections locales, régionales, sénatoriales, législatives et même présidentielles. Donc d'ici fin mars 2015, la situation en RDC peut encore s'enflammer. Il suffit tout simplement d'une petite étincelle pour que les choses se passent très mal au Congo. Vous savez que depuis cette situation, d'abord nous déplorons qu'il y a eu environ 48 morts. Selon la FIDH, mais le gouvernement en annonce 13. Oui, le gouvernement ne peut donner que les chiffres qui lui sont favorables, mais nous, en tant que journalistes, en tant que les gens de la société civile, les organisations internationales ont bien comptabilisé, il fait 48 morts, 48 Congolais qui ont péri dans ces événements. Alors, la suite, je pense que ça sera un peu difficile. Et la grande question, ou la chose qui peut un peu atténuer la colère des Congolais, c'est que Kabila lui-même se prononce d'une manière un peu officielle. Jusqu'à présent, il n'a toujours rien dit. Il ne s'est jamais prononcé. Jusqu'à présent, ce sont que ces lieutenants qui s'expriment, qui ont soutenu qu'il y ait la modification de la révision, de la Constitution plutôt. Ils ont soutenu que les élections peuvent avoir lieu juste après le recensement, et sachant que le recensement ne pourra pas être fait avant 4 ans. Et je vous signale qu'il y a le recensement de la police congolaise avec la Banque mondiale et qui, jusque-là, a pris 4 ans. 4 ans dans certains coins, dans un pays plus grand que la France, 4 fois plus grand que la France. Et je ne pense pas que d'ici là, les recensements peuvent avoir lieu. Mais la grande équation, c'est que le silence du président Kabila, c'est lui qui peut se prononcer au moins officiellement, qui ne se présentera pas en 2016 et que la constitution congolaise ne sera pas retouchée. Alors, l'autre incertitude, c'est également qui va financer cette élection présidentielle. On sait ce qu'ont coûté les élections de 2006 et de 2011 déjà. En 2006, les élections étaient presque soutenues, comme on l'a dit, selon le gouvernement congolais, à 100% par la communauté internationale. Et en 2011, rappelez-vous de ces élections qui ont été très mal organisées, des reproches qui ont été faits au président Kabila. Il dit, les gens ont répondu, le gouvernement a répondu, nous avons organisé ces élections de nous-mêmes, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Et là, en 2016, je pense qu'on craint surtout le financement, ça viendra d'où? Parce que jusque-là, il n'y a aucune loi budgétaire sur les élections. Et bien qu'il y ait un programme, bien qu'il y ait une commission, mais je pense qu'on aura du mal à voir comment est-ce que ces élections auront lieu et qui vont les financer. Alors, cette crise a montré, James Munganga, des fissures dans la majorité présidentielle, parce qu'on sait notamment que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, n'est pas favorable à cette modification. Mais il n'est pas le seul. Il n'y a pas que Moïse Katumbi.
Donc, il y a Moïse Katumbi qui est l'homme fort de la première région du Congo. Le Katanga. Le président, oui, le président d'un grand club que connaît bien, le club Mazembe. Mais il est parti parce qu'il a dénoncé cette manœuvre. En dehors de Moïse Katumbi, il y a celui qu'on appelle Jean-Claude Muyambo, un aussi des leaders très fidèles de Kabila qui était au Katanga. Sachez que le Katanga, c'est la région de Kabila. Et en dehors d'eux, il y a bien d'autres qui se prononcent et qui ont presque rejoint l'opposition. Et aujourd'hui, je vous parle, certains de ces anciens amis sont aujourd'hui emprisonnés. Le cas de Jean-Claude Muyambo, pour avoir dit « je suis de la majorité, mais je ne veux pas soutenir cette loi, je ne veux pas que le président Kabila se présente en 2016 », il est aujourd'hui en prison. Le président du club, donc le gouverneur Katumbi. Moïse Katumbi, a parlé d'un faux troisième penalty. Un faux troisième penalty que l'arbitre a favorisé. C'est juste comme c'était sportif. Il a un peu essayé une image du football. Et lui, au moment où je vous parle, c'est presque devenu personne non grata. Et d'ailleurs, qui n'est pas au Congo, mais qui serait sorti. Donc, vous voyez au moins comment est-ce que la majorité présidentielle se fissure. Et ces gens qui étaient avec le président Kabila, qui ont soutenu son action, ont rejoint l'opposition qui est animée aujourd'hui par des gens comme Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui était l'homme qui a fait venir Kabila en 2016. Aujourd'hui, c'est lui qui est... En 2006. En 2006 plutôt, c'est lui qui anime aujourd'hui l'UNC, l'un des plus grands partis politiques. On rejoint les gens comme Etienne Tshisekedi de l'UDPS et bien d'autres, les MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc, au sein de la majorité présidentielle, au sein même des amis politiques et biologiques de Joseph Kabila, il y a des gens qui disent non, assez, parce que le Congo a connu pas mal d'événements et on ne peut pas encore revivre ce que nous avons. Une nouvelle crise. Est-ce que les faucons de la majorité présidentielle sont fragilisés par cette crise aujourd'hui? Les faucons de la majorité présidentielle sont fragilisés. Autour du président Kabila, il y a au moins 10 personnes les plus influentes, les fameux MMD, les fameux Kinké, les frères et sœurs de Kabila et même les généraux. Mais ceux-là aussi, dans une certaine mesure, ces gens, ils disent clairement qu'ils ne voudraient pas que Kabila se présente en 2016 parce que les Congolais en ont marre. Ils ne veulent pas porter la responsabilité d'une nouvelle crise. Une nouvelle crise que nous avons connue, rappelez-vous. En 1996 déjà. Mobutu est parti parce qu'il y avait ça. Donc il y avait au moins tout autour de Mobutu toute une équipe des amis qui, quand les choses n'allaient pas très bien, ils ne voulaient pas les lui dire. Et aujourd'hui, nous revivons presque les mêmes scénarios. Ils le savent que les choses ne marchent pas. Kinshasa est devenu ce qu'on appelle la capitale mondiale des viols, les violences sexuelles, ces incursions rebelles dont les 3 régions, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, Maniema, sont toujours victimes de cela. Et ces gens ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que Kabila n'a pas mis en place une armée qui peut faire au moins résoudre cette question. Et ça, c'est ce qui a un peu essayé de pousser ces nationalismes dans des populations congolaises. Donc, ces gens le savent. Et les faucons, ils sont conscients que d'ici 2016... Les temps ont changé. D'ici 2016, les temps ont changé. On ne va pas vivre comme on a continué à le faire. Alors, cette crise a failli également faire voler en éclats le tout nouveau gouvernement de concertation nationale. 2 ministres, notamment, se sont prononcés également contre cette révision. Je pense notamment à Olivier Kamitatou et à Pierre Lumbi. Olivier Kamitatou, Pierre Lumbi font partie de la majorité présidentielle. Ce sont des personnalités qui ont contribué à ce que la majorité présidentielle de M. Kabila soit aujourd'hui plus unie. Or, les 3 personnes, si je peux parler de Olivier Kamitatou avec l'ARC ou Pierre Lumbi avec MSR, ces partis se sont prononcés clairement, même au sein du Sénat, au sein de l'Assemblée nationale, qui ne pourront plus soutenir la révision constitutionnelle. Donc, il n'y a pas seulement que le proche ami de Kabila, mais aussi ses amis politiques. Et quel pourrait être le scénario d'ici 2016? Il y a 3 scénarios, 3 cas de figure que je crains au moins. D'ici 2016, si Kabila ne se prononçait pas, moi je crains une chose. La première d'abord, qu'il y ait tout autour de ses amis militaires un coup de force. Parce que ça aussi, quand il y a un coup de force, et connaissant mon pays, je pense qu'on n'est pas rassuré que ce coup de force peut être quelque chose. La troisième, comme à l'époque de l'arrivée au pouvoir de Mobutu. Le deuxième cas de figure, admettons que Kabila aujourd'hui démissionne. Si Kabila démissionne, selon la Constitution congolaise, c'est le président de l'Assemblée du Sénat qui les remplace. Or, son mandat court jusqu'en 2016. Or, le même Sénat. Non, admettons que
avec les soulèvements populaires, avec la colère, avec tout ce qui va se passer, avec la pression, qui dit, écoutez, je démissionne aujourd'hui. Selon la Constitution congolaise, s'il démissionnait aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui va prendre la place. Or, le même président du Sénat, le même Sénat, au-delà du mandat, il y a fait 3 ans que le mandat de ces gens-là il n'est plus légitime. Donc, la légitimité ne sera pas. Et il y aura quoi encore? Peut-être un coup de force. Le président Kengo ne peut donc pas succéder, assurer l'intérim. Non, il ne peut pas assurer parce qu'il n'est pas, disons les choses clairement, il est plus légitime. Le troisième scénario, c'est ces malheurs qu'on connaît au Congo, avec la floraison des rébellions. Kabila n'est pas parti, il n'a pas démissionné, il s'entête, il y aura une rébellion, une autre rébellion qui va s'ajouter encore à beaucoup de rébellions que nous connaissons au Congo. Donc, dans tous ces 3 cas de figure, et vous allez comprendre avec moi que le Congo ne sera pas épargné. Donc la seule chose, comme nous disons, et nous demandons, là on profite pour lancer un appel en tant que journaliste, je crois que les partenaires de la RDC doivent un peu prendre les choses au sérieux. Mais on a vu déjà lors de la réunion États-Unis-Afrique au mois d'août que les autorités américaines avaient déjà évoqué cette succession de Kabila. Oui. Les États-Unis ont évoqué ça d'une manière un peu claire. Vous vous rappelez aussi que la position de John Kerry la position de John Kerry, c'était tout à fait clair. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication, Mende, s'est prononcé là-dessus. Et lui-même, le président Kabila, lors de la constitution, de la concertation, a dit « Nous n'avons des leçons à recevoir de personne ». Donc, les États-Unis, la communauté internationale, la France et la Belgique, je pense qu'ils se sont prononcés. Mais cette prise de position est un peu beaucoup plus modérée. Les gens aimeraient que les gens le fassent d'une manière un peu claire. À la fin d'un deuxième mandat, le président Kabila peut passer la main à quelqu'un d'autre selon la Constitution, organiser des élections libres au Congo, laisser surtout aujourd'hui la liberté d'expression. Vous savez que depuis la venue de Kabila au pouvoir, depuis 2011, nous avons au moins 14 journalistes assassinés. Assassinés pour la plupart des cas par la garde républicaine. Et le procès de ces gens-là, c'est presque une parodie de justice. Ça m'a été. Aujourd'hui, je dis tout à l'heure qu'il y avait des opposants, des amis de Kabila, qui, après avoir prononcé, ils se sont prononcés contre la révision constitutionnelle, ces gens sont aujourd'hui emprisonnés. Alors, qu'est-ce que j'allais dire par là? Donc, je dis tout simplement qu'on est en train de laisser une dictature féroce qui s'installe au Congo, et on va regretter. On va le regretter parce que vous savez que c'est un pays si vaste, un pays fragile, qui a une cohésion, un pays fragile. Donc si on n'accompagne pas ce mouvement, si on n'arrive pas à mettre un peu les choses au clair en RDC... À prévenir les choses en RDC, donc je crois que nous allons vivre... Vous craignez le pire. On craint le pire et la RDC peut s'éclater en morceaux. Merci James Munganga. C'est moi qui vous remercie.